Cela fera demain une semaine qu'Israël a donc lancé ses premières frappes sur l'Iran. 6 jours après le début de cette opération, on assiste impuissant à une dangereuse escalade. Depuis ce matin, le ton s'est encore durci entre les deux puissances. Depuis que des civils et un hôpital israélien ont été visés, l'État hébreu se montre particulièrement menaçant. Le gouvernement Netanyahou, qui évoque des crimes de guerre, promet au guide suprême iranien qu'il paiera le prix. Pendant la prochaine demi-heure, nous allons donc prendre des nouvelles des Iraniens, ces civils qui se retrouvent en première ligne, pris en étau entre les bombes israéliennes et ce régime toujours plus répressif. Face aux dernières annonces, beaucoup ont décidé de prendre la route, de fuir notamment Téhéran, la capitale. C'est le cas de notre correspondant Siavosh Ghazi qui sera donc avec nous. Un conflit vécu aussi à distance par la diaspora iranienne. On accueille sur ce plateau notre invité Shohram Makaremi. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes anthropologue, spécialiste de l'Iran, spécialiste de la violence d'État, autrice de Femmes, Vie, Liberté. J'aimerais vous montrer quelques images pour commencer. Alors on va parler pendant cette demi-heure des Iraniens et de comment ce conflit est vécu de l'intérieur, évidemment. Mais j'aimerais qu'on vous montre les dernières images de ce matin. Cet hôpital israélien visé et donc touché vraisemblablement par un missile iranien. Il y a aussi eu des victimes dans le centre d'Israël et près de Tel Aviv. 129 blessés comptabilisés par l'État hébreu aujourd'hui. Ce sont des images auxquelles les Israéliens ne sont pas habitués. Qu'est-ce que ça provoque en vous? On a entendu, et je viens de rappeler les mots particulièrement durs du gouvernement Netanyahou aujourd'hui. Est-ce que vous êtes encore plus inquiète aujourd'hui que vous ne l'étiez hier? Oui, d'une part, je suis effondrée de voir encore des civils souffrir. Les hôpitaux sont vraiment des lieux devenus des lieux symboles en fait de toute la cruauté de cette guerre qui est liée aussi à la guerre d'Israël à Gaza. Mais bombarder des hôpitaux d'un côté, maintenant de l'autre également, et puis tous les gens qui sont dans les hôpitaux à Téhéran et qui ne peuvent pas en partir, et donc toutes ces évacuations qui laissent derrière les malades dont les morts lentes ne sont pas comptabilisées parmi et qui sont plusieurs milliers à mourir du fait de ces guerres-là. Donc voilà tout ce à quoi ça me renvoie. Et donc ça, c'est la réalité des mots dommages collatéraux qu'on emploie de façon si légère pour ces guerres. Les Iraniens parlaient d'une cible militaire initialement visée. Je vous montre ces images pas au hasard, parce qu'on connaît la capacité des Israéliens à surenchérir. Finalement, ce sont eux qui ont initié cette opération. Et on entend en tout cas dans la rhétorique une volonté d'accélérer le rythme. Est-ce que cette frappe contre cet hôpital pourrait constituer un argument rêvé pour passer la vitesse d'après ? C'est ce que a beaucoup fait l'armée israélienne. Moi, je ne suis pas spécialiste militaire, mais ce que je sais, c'est que jusque-là, il y a eu un discours de la part d'Israël de dire on fait des frappes ciblées, on ne frappe pas les civils iraniens, ce qui est très différent de ce qui se passe à Gaza, où là, toute la population est punie et déclarée coupable de fait. Et en Iran, peut-être que le régime iranien attend qu'Israël puisse frapper encore plus de civils et tuer encore plus de civils iraniens pour que la population iranienne se ressoude encore plus autour, contre cette guerre dont elle ne veut déjà pas, mais qui n'est pas sa guerre. Vous me demandiez en arrivant, est-ce que vous avez un dernier bilan des victimes en Iran? Et je vous ai dit, on a le bilan officiel qui est de 224 morts, mais qui n'a pas bougé depuis des jours. C'est effectivement extrêmement compliqué de savoir ce qui se passe là-bas. Difficile de couvrir, évidemment, ce conflit sur le territoire iranien. Difficile d'avoir des chiffres viables, finalement. Certaines ONG évoquent plus de 600 morts. Oui, c'est ça, et c'est intéressant parce que ce sont des ONG qui ont qui ont mis en place des méthodes de comptabilisation des morts à distance par les réseaux aussi qu'elles avaient dans les hôpitaux au moment du soulèvement Femmes, Vie, Liberté. Donc ça nous donne une idée de la façon dont ce soulèvement Femmes, Vie, Liberté et ce qui s'est passé après a appris à la société iranienne transnationale à s'organiser. Donc on n'est pas... c'est une population qui est entre le marteau et l'enclume, mais c'est aussi une société civile qui a des ressources. Et notamment ces réseaux. Et le fait qu'on ait une comptabilisation des morts par les ONG qui a déjà été mise en place, un savoir-faire qui a été mis en place en 2022-23 et qui aujourd'hui peut être réutilisé, nous apprend quelque chose. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours un problème avec ces comptabilisations de morts parce que d'une part, c'est très difficile à faire, mais que d'autre part, il y a encore une fois des morts lentes, des gens qui sont en chimio et qui ne reçoivent pas leur chimio. Il y a tout ce qui se passe dans les prisons politiques actuellement qui sont devenues très opaques. Donc en fait, il y a des morts rapides, il y a des morts lentes et toujours les bilans sont bien plus lourds que ce qui est annoncé. Alors,